Voilà, retour au café littéraire qui est installé, je vous le rappelle, dans la rotonde Jacques Cartier au premier étage du Palais du Grand Large. Un café littéraire où on a un public très attentif comme ça depuis ce matin. Je trouve ça extraordinaire. Il faut dire qu'aussi, nous avons des plateaux fantastiques. En fait, Jean Raspail, on vient de parler à l'instant avec Tony Lerman et avec James Welch. Et il y a un enchaînement assez facile avec vous parce que ce sont des gens qui parlent, pour James Welch, de la vie de son peuple, de la vie des Indiens, dans son dernier livre en tout cas, avant qu'il soit un petit peu laminé par les Blancs. Et vous, depuis très longtemps, vous vous intéressez aussi au peuple en voie un petit peu de perdition comme ça. Oui, bien sûr. J'ai beaucoup voyagé. Les minorités menacées ont été par moments un thème de mes voyages et de mes livres. Je regrette d'ailleurs le thème du café littéraire n'est pas indiqué sur le programme. Oui. Et quand je suis arrivé tout à l'heure, j'ai prêté l'oreille naturellement, et je me suis aperçu que c'était un thème qui m'intéressait profondément. Oui. Et je regrette que... Alors je vais vous expliquer pourquoi. Non, mais je ne sais pas que je regrette d'avoir été... vous avez raison. Mais ça m'aurait intéressé comme spectateur, comme tout le monde ici, d'écouter ce Absolument. qui se disait, parce que c'est un sujet, en effet, que je connais bien. Voilà. Alors, en fait, on ne met pas le thème parce qu'on ne veut pas forcément imposer un thème. Il s'impose de lui-même en fonction de la personnalité des invités. C'est vrai qu'il y a des rencontres, débats à thème dans d'autres endroits. Et là, on veut que ça reste des sortes de rencontres. Alors, c'est pour ça qu'on ne précise pas toujours, mais on le devrait. Vous faites bien de nous le dire. Alors, Jean Raspail, je vous ai dit tout à l'heure, une trentaine de livres. Vous m'avez dit, vous en enlevez une dizaine, une vingtaine, ça me suffit. Tout simplement parce que j'ai lu quand même dans une interview que finalement les premiers livres que vous avez écrits, vous ne les revendiquez pas tous vraiment maintenant. C'est parce qu'il y a des écrivains qui, à 18 ans ou 17 ans, sont déjà des génies. Ils ont l'écriture au bout des doigts, au bout de la pensée, comme un peintre précoce, Picasso par exemple, qui faisait des merveilles à 14 ans. Bon. Et malheureusement, dans mon cas, et les écrivains français, il y en a... Je ne sais pas à quel âge Michel Déon a commencé à écrire, on lui demandera sans doute tout à l'heure. Mais moi, j'ai commencé à écrire assez tôt, mais les livres étaient mauvais. Ce n'est pas le fond des livres qui était mauvais, en fait. C'était la langue. Honnêtement, quand je les relis, certains, enfin 2 ou 3 en tout cas, j'estime que c'était écrit avec les pieds et que l'écriture est quelque chose qui s'apprend. Enfin, pour moi, en tout cas, elle n'était pas innée. Peut-être qu'il y avait quand même une prédisposition, quand même. Mais le maniement de cet extraordinaire agencement qu'est la langue française, écrire, c'est une sorte d'ébénisterie, de menuiserie. Il y a une grammaire, il y a une syntaxe, il y a des mots, il faut que ça s'emboîte, bien, il faut que la colle tienne, etc. C'est toute une affaire. Bon, alors... Il y a des écrivains, encore une fois, qui ont découvert ça tout de suite. Et moi, il m'a fallu 10 ans de travail pour commencer à écrire un français convenable. C'est pour ça que j'évacue un certain nombre de livres. Quel est le livre, en dehors de celui-ci, dont on va parler dans un instant, qui est une Lequel? merveille? C'est le Cavalier. Dernier, oui. Hein. En dehors de celui-ci, quel est celui qui vous reste le plus cher au cœur? Oh, c'est difficile, parce que ça c'est la question qu'on pose en général aux écrivains. Et, non, mais c'est quand ils ont une grosse production. Ils sont bien embêtés pour vous répondre, en général, hein, parce que certains c'est le dernier, mais celui-là, oui. Et qui se souvient des hommes, qui est un livre sur les Indiens à la Calouf, qui est un... Il y a des livres... Bon, on va prendre quelque chose de plus général, hein. Dans l'œuvre d'écrivain, il est bien rare que la totalité de la production littéraire, la totalité des œuvres soit d'une immense qualité, d'une qualité égale. Il y a des œuvres qui poussent l'écrivain vers le haut, et d'autres qu'on pourrait appeler quelquefois des œuvres inutiles, mais qui ne sont pas ennuyeuses, mais enfin, il aurait pu se passer de les écrire. Enfin, c'est comme ça, on est écrivain, on écrit, les peintres peignent. Bon, tout n'est pas toujours parfait. Alors, si vous voulez, dans l'œuvre d'un écrivain, et il y a de temps en temps, il me semble, des livres qui représentent des petits miracles. Je dis des petits miracles parce que l'écrivain lui-même ne comprend pas comment le miracle s'est fait. Voilà. Il y a
une mayonnaise qui a prise, quelque chose qui fait que l'œuvre ne ressemble pas aux autres. Et tous les écrivains ont au moins un, deux, quelquefois plus de livres comme cela qui sortent de l'ordinaire. Et pour Déon, s'il ne veut pas vous les dire, je vous les dirai moi-même, les livres de Déon qui sortent de l'ordinaire. Alors allez-y, monsieur Déon, monsieur Déon. Lequel vous préférez de Jean Raspail? Écoutez, il y en a trois que j'aime beaucoup. Je trouve Le Camp des Saints un très grand livre prophétique. Je trouve Le Jeu du Roi absolument superbe. Et puis qu'il se souvient des hommes. Ce qui ne veut pas dire que je n'aime pas les autres, mais ceux-là, je les mets au-dessus des autres. Oui, voilà. Alors pour Déon, je lui répondrai Le Taximo, mais c'est un livre tellement célèbre, mais quand même, je lui répondrai Les Poneys Sauvages. Et puis un livre qui est peut-être est moins connu, et pour moi c'est un petit miracle aussi, c'est un déjeuner de soleil, parce qu'il y a une mystification littéraire étonnante là-dedans. Alors, en préparant ce café littéraire pour le Festival Étonnant Voyageur, quand j'étais plongé dans la lecture des 7 cavaliers quittèrent la ville au crépuscule par la porte de l'Ouest qui n'était plus gardée, je lis le titre en entier, qui est la première phrase du livre. Il n'y a jamais eu un livre, un titre aussi long. Mais, en me promenant dans Rennes, je suis tombé sur une affiche de Connaissance du Monde et j'ai vu un film de Jean Raspail. Je me suis Ici à Saint-Malo? Non, à Rennes. À Rennes, il y a quelques semaines. Oui, je me suis dit, Jean Raspail, est-ce le même? Et effectivement, après avoir lu le livre, en travaillant sur la biographie aussi de Jean Raspail, bien nous sommes aperçus que Jean Raspail, avant d'être un écrivain ou en même temps, a aussi été un grand voyageur, un cinéaste explorateur, et est-ce qu'on peut dire l'un des fondateurs ou l'un en tout cas des grands conférenciers de Connaissance du Monde? Connaissance du Monde, oui, bien sûr, je ne m'en cache pas. Bien que ça a été souvent, par le milieu parisien intellectuel, considéré comme une activité mineure et presque répréhensible, s'adresser au public en masse. Mais Connaissance du Monde est une très vieille affaire, très vieille chose, qui date d'avant la guerre, qui a été fondée par le commandant Charcot, et dont les principaux représentants, après la guerre, c'était des films tournés sur place et qui étaient commentés dans des salles à Paris ou en province par ceux qui les avaient tournés. C'était donc l'homme qui a vu l'ours, n'est-ce pas? La présence réelle du voyageur. C'est une formule tellement étonnante, tellement intelligente, que c'est une formule qui continue à fonctionner et à rassembler des foules. Bon, alors je citerai Tazieff, qui était là hier. Bon, il a commencé de cette façon. Paul-Émile Victor, Cousteau, Samivel, Lionel Terray et d'autres. Et il se trouve en effet que je continue, moi, de temps en temps, à tourner des films de voyage et que je continue à les commenter. D'abord parce que ça me plaît. Ensuite, il y a beaucoup de monde. C'est une présence réelle, une façon de témoigner de quelque chose. Et puis ensuite, si vous voulez, je ne cacherai pas au public qui est là, c'est que quand même c'est une activité qui est lucrative et qui donc me fait vivre en partie. Ce qui me permet... le Raspail voyageur, grand voyageur et conférencier, subventionne, si vous voulez, le Raspail écrivain, ce qui permet au Raspail écrivain d'écrire ce qu'il veut, sans s'occuper de savoir si oui ou non il va boucler ses fins de mois. Vous êtes votre propre mécène, finalement. C'est ça. Ouais. Mais alors, comment est apparue l'écriture? S'il y a d'abord eu, disons, la réalisation, comment est venue l'envie d'écrire? Oh ben c'est tout simple, alors là. Mais dites-moi, je ne suis pas tout seul, moi, sur le plateau. Non, mais vous inquiétez pas, nous avons le temps. Après, on va mettre monsieur Déon à la question. Je fatigue, là. C'est très simple. J'ai commencé, donc, mes premiers voyages, c'est 49. J'ai descendu de Mississippi en canoë. Après 51-52, j'étais de Terre-de-Fort en Alaska en automobile. Je passe. Et là, j'ai écrit des articles de journaux, des livres de voyage, pas bons. Je vous ai expliqué tout à l'heure pourquoi. Et c'est dommage, parce que les voyages étaient superbes et les livres étaient mauvais. Mais enfin, tant pis, qu'est-ce que vous voulez, c'est fait. Hein. Et puis, en 56, je suis allé au Japon, j'ai vécu 1 an. Et à ce moment-là, je me suis trouvé dans un pays qui était extraordinairement complexe, sur lequel on avait déjà écrit pas mal de choses. Je parle de livres de voyage. Et je me suis dit, non, c'est pas comme ça, je ne peux pas aborder le Japon de cette façon, je vais l'aborder sous la forme romanesque. J'ai donc écrit, à ce moment-là, un roman. C'était en 56, qui était pas trop mauvais, d'ailleurs, je ne sais pas s'il est... Non, je crois que... Oui, il doit être sur la liste ou pas, j'en sais rien, peu importe. Et c'est à ce moment-là que je me suis aperçu, je parle de la forme romanesque de la littérature, que je me suis aperçu que le roman
permettait c'était une ouverture de porte gigantesque et permettait beaucoup de choses. Et je pense que ma destinée, si vous voulez, littéraire, date de là. Voilà. Alors, bien que vous fatiguez, vous voulez bien qu'on parle un petit peu de ce dernier livre qui est paru il y a quand même pas très longtemps maintenant, chez Robert Laffont. Il a un an quand même. Hein. Oui. Et dans lequel on va retrouver en fait un monde qui est en train de se terminer, Oui. qui est votre sujet de prédilection en quelque sorte. Bon, oui, il y a quelques livres qui baignent dans cette ambiance. Oui, Sept cavaliers se passe dans un monde qui géographiquement n'est pas précisé. C'est notre Europe, naturellement, et dans une époque qu'on peut reconnaître pour le milieu du 19e siècle, mais on comprend très vite, enfin le lecteur avisé comprend très vite qu'au fond, le monde qui est décrit est une préfiguration de peut-être, je ne le souhaite pas. Ah non, j'espère que non. Peut-être d'un monde du monde très dur qui éventuellement peut nous attendre. Voilà. Alors c'est une ville qui n'est pas non plus nommée, qui était autrefois prospère, vivante, gaie, riche, et qui est désormais exsangue. Et quand vous expliquez comment est arrivé ce désastre, c'est vrai que ça fait un petit peu frissonner, parce qu'on pense à ce qui se passe actuellement, parfois, ici, dans notre monde. Et évidemment, il y a des analogies que je ne vais pas donner, mais c'est vrai qu'il y a des analogies. Ce pays qui s'appelle la ville se décompose de différentes façons. Ouais. Et à ce moment-là, la colonne vertébrale du pays est brisée. Dans tous les domaines des classes sociales, de la société, etc. Il n'y a plus aucune communication. Oui, alors ça c'est la fiction romanesque. Il est coupé complètement de l'extérieur parce que les trains ne fonctionnent plus, les lignes télégraphiques ne répondent plus, les bateaux n'arrivent plus, etc., etc. Et le margrave, c'est-à-dire le souverain de ce petit État, envoie 7 messagers pour voir si le monde extérieur est dans le même état. Oui. Et c'est l'histoire de cette longue... Il envoie ces 7 messagers vers chacun leur destin. Pourquoi 7 ? Parce que 7 c'est un chiffre magique. Alors, 7 c'est mieux que 8. C'est vrai que c'est un chiffre magique, un chiffre sacré. Bon, mais parce qu'ils sont 7. Puis si Jean Raspail avait mis 27, par exemple, le livre aurait été beaucoup plus gros, parce que ça aurait fait plus de personnages, en faire mourir quelques-uns. Voilà. Oui, ça aurait peut-être fait un livre beaucoup plus long. Vous aimez bien que vos personnages, c'est vous qui avez dit quelque part, l'attitude, c'est souvent la colonne vertébrale de l'âme. Vos personnages en sont souvent l'illustration. Oui, c'est vrai. Oui, c'est une phrase du livre que vous sortez là d'ailleurs. Merci de l'avoir lu en tout cas. Nous avons lu tous les livres. Parce que Michel Doran et moi, nous savons que nous sommes souvent interrogés ou interviewés par des gens qui n'ont pas lu une ligne. Alors, ce qui fait qu'on fait tout le boulot. Là, je m'aperçois que vous avez très bien quand même préparé ce... Non, mais c'est à relever ça, vous savez. Parce que le nombre de journalistes qui n'ont pas lu une ligne, bon, on peut citer des noms. Mais c'est ce qu'on nous dit souvent et ça commence à devenir inquiétant parce que on se demande si vraiment... Oui, je trouve qu'on devrait vous engager à la télévision française. Non, on a déjà donné et on est très bien comme on est. On est très bien comme on est. On nous en a fait partir, donc du coup c'est pour ça qu'on est maintenant on a créé le festival. C'est bien. Ils étaient trop bien. Voilà, c'est ça. Mais on n'est pas là pour parler de genre. Bon, alors, sur cette phrase, l'attitude, je la recite parce que l'attitude... Oui, mais ça, je ne demande à personne de partager cette conviction. Mais enfin, on va devenir sérieux, hein, c'est terrifiant. C'est vrai que l'homme est une apparence. L'individu est une apparence. À l'intérieur de soi-même, chacun sait ici qu'à l'intérieur de soi-même se bouscule une immense bouillie de choses, de sentiments, d'horreurs parfois, n'est-ce pas, qui sont fugaces, qui ne font que passer. Mais l'intérieur de chaque individu est un magma dans lequel il est très difficile de mettre de l'ordre. D'ailleurs, Jean d'Ormesson raconte ça très bien dans La douane de mer. Là. Il a des phrases sublimes là-dessus. Donc, c'est l'apparence de l'homme qui compte. N'est-ce pas ? Par exemple, je vous ai en face de vous. Il ne m'intéresse pas
de savoir quel est le fond de votre âme. Je ne veux pas le savoir. Ce qui m'intéresse, c'est la façon dont je vous vois, et bon, sympathique, intelligent, etc., etc. Bon, ben c'est ça l'attitude. Que derrière ce soit autre chose, peu m'importe. Donc c'est l'attitude qui conditionne beaucoup de choses. Et les gens qui n'ont pas d'attitude, si vous voulez, parce que ça arrive, dans le langage qu'on n'emploie plus maintenant, on appellerait ça la veulerie, n'est-ce pas? Les gens veulent, les gens qui n'ont pas l'attitude, qui ne se poussent pas un petit peu du col, n'est-ce pas? Sans orgueil, simplement pour être eux-mêmes. Eh bien ça, c'est tant mieux. C'est ce que j'ai voulu expliquer. J'ai toujours pensé que c'est le reflet extérieur de ce qu'on est qui est le principal. Maintenant, je ne demande à personne de partager mon opinion là-dessus. Alors, très beau livre. Voilà, Sept cavaliers, paru aux éditions Robert Laffont. Donc de Jean Raspail. Et à côté, donc, Michel Déon, de l'Académie française. Le dernier titre paru, c'était il y a à peine un an, Parlons-en, où c'est un livre d'entretien avec votre fille, Alice Déon. Juste un instant, excusez-moi. Il y a une dame qui a un malaise dans le fond de la salle. Est-ce qu'il y a un médecin? On a appelé les pompiers, mais... Oui, il y a un médecin. Merci. C'est parfait. Merci. Très bien. Merci. Il fait chaud. Il fait très très chaud. Voilà, nous reprenons donc avec Michel Déon, dont nous allons parler de ce livre d'entretien Parlons-en, mais on va aussi revenir avec vous sur les autres livres. Jean Raspail en a cité quelques-uns qui sont bien connus, comme Les Poneys Sauvages, avec lequel vous aviez eu le prix Interallié. Il y a Le Taxi Mauve. Il y avait aussi le film, c'est d'Yves Boisset, hein, c'est cela, avec Charlotte Rampling. Mais il y a eu aussi Thomas et l'Infini, il y a eu Le Jeune Homme Vert, il y a eu Je vous écris d'Italie qui avait eu le prix des maisons de la presse. Le Jeune Homme Vert, j'ai vu, a eu un prix qui, moi, me ferait plaisir, c'est le Glenfiddich Award. Oui, je vois qu'il y a des amateurs de whisky dans la salle. C'est bien, oui, c'est bien. Oui, c'est en effet, c'est un des prix qui m'a fait le plus plaisir parce qu'il était suivi d'un déjeuner chez Lasserre et qui était absolument fabuleux, où tous les plats étaient nommés d'après des titres de mes romans. C'est un déjeuner qui a commencé à 13h et qui, je crois, s'est terminé vers 7h du soir, le temps de se remettre à table aussitôt après, mais nous n'étions plus en état de continuer. Mais c'était un très beau prix et que j'aime beaucoup. Alors si on dit que de Michel Déon, et on vous l'a souvent écrit sur vous, on a dû vous interroger 1000 fois aussi, mais c'est la première fois que nous vous accueillons dans Étonnants Voyageurs, on peut dire que vous êtes un islomane, un homme des îles? Oui, en effet, oui, mais enfin pas non plus exclusivement, parce que je me suis beaucoup déplacé, j'ai surtout beaucoup séjourné dans des pays comme l'Italie, qui n'est pas une île. J'ai vécu assez longtemps au Portugal aussi. Ensuite, vraiment, je suis allé, en effet, vivre dans une île en Grèce, où j'ai passé à peu près 10 ans. Et là, bon, j'ai beaucoup aimé. J'ai toujours rêvé des îles. Comme tous les enfants, j'avais lu Robinson Crusoe et pour moi, c'était le comble du bonheur d'être seul sur une île, sur une plage, dans une atmosphère merveilleuse. J'en ai conservé cela et en même temps que L'île au trésor de Stevenson, qui est un livre admirable, je ne cesse de répéter que c'est pas seulement un livre pour enfants, que c'est aussi un livre pour adultes et un très très grand livre, parce que c'est le livre de l'amitié et c'est le livre du respect. Même parmi les canailles, il y a de l'honneur. Et donc je crois que c'est beaucoup par les lectures que l'on devient hylomane. Ensuite, il s'est trouvé qu'un peu, non pas fatigué, c'est pas vrai, mais enfin, bon, saturé de ciel bleu, de mer bleue, de soleil, de tout ce que l'on veut, j'ai eu envie d'autre chose qui était un climat plus qui exigeait plus de présence, moins de laisser aller. C'est pour ça que je suis allé m'installer en Irlande, un pays que j'ai fini par tellement aimer que je m'y suis presque complètement assimilé. Donc l'Irlande est une île, mais enfin c'est une grande île. Enfin remarquez, si on fait 200 km, on tombe dans la mer, il faut freiner. Donc c'est quand même une île, on rencontre tout de suite l'océan qui est là, le bel océan que nous avons là sous les yeux. Et pour moi c'est extrêmement vivifiant d'être dans une île. D'abord on a un petit peu l'impression qu'on est défendu du monde extérieur, que pour vous atteindre il faut traverser l'océan, traverser la mer, ou bien prendre un avion. Donc il y a quand même une distance, on prend une distance avec les choses
Et on prend non seulement une distance avec les êtres, mais on prend une distance aussi avec les événements. Moi, je me souviens très bien, j'étais en Grèce, j'avais même pas de radio ni rien, je lisais pas de journaux parce que je travaillais, que j'avais autre chose à faire. Et puis un matin, le jardinier arrive, commence à arroser, je lui dis bonjour, il vient vers moi, il me dit, parce qu'en grec tout le monde se tutoie, il me dit, tu sais, les Hébreux ont gagné la guerre. Ben, je ne savais pas qu'il y avait la guerre. J'ai compris hébraï, c'était les Hébreux, c'était Israël avait gagné la guerre. Je trouvais ça assez intéressant parce qu'il y avait 8 jours que ces choses-là se passaient. J'ai aussi remarqué que dans une île, cette chose très douloureuse qui est de perdre un ami, quand on l'apprend avec 10 jours, 15 jours, une fois 3 mois de retard, la perte d'un ami, tout d'un coup, bon, c'est une chose qui vous touche infiniment, mais en même temps qui est beaucoup moins douloureuse que quand elle est là, présente. Alors là, je suis en train de faire l'apologie de l'égoïsme. Hein. Mais peut-être pour un écrivain, faut-il être un petit peu égoïste de temps à autre. Mais alors, aller en Irlande aujourd'hui, c'était retrouver aussi, vous dites dans ce livre d'entretien, que quand vous étiez jeune, vous êtes tombé sur Ulysse de James Joyce, et ça a été un détonateur, un révélateur, ce livre pour vous. Oui, certainement parce que, bon, quand j'étais jeune, en effet, bon, les romans, bon, c'était encore l'époque surréaliste, mais enfin, les romans avaient une forme traditionnelle, assez classique, et quand brusquement je suis tombé sur ce livre qui ouvrait toutes les portes, n'est-ce pas, qui tout d'un coup utilisait le monologue intérieur, le dialogue. Je pense qu'il y a un long monologue d'une femme qui est assise sur le siège des cabinets. Je ne dirais pas que c'est le modèle des choses que j'aime, mais enfin c'était quand même quelque chose. Il vous ouvrait la voie. En même temps, c'était l'introduction d'un langage cassé, et je crois que même si Ulysse n'est pas une somme romanesque capable d'enthousiasmer les foules, c'est un livre pour écrivain, et que pour un écrivain, c'est une leçon formidable de liberté, et que grâce à ce livre, la littérature a véritablement explosé. On s'en rend beaucoup moins compte maintenant, parce que si on lit le livre de James Joyce, on dit mais j'ai déjà vu ça, mais c'est parce que ça a été copié par tout le monde. C'est très dangereux d'être un novateur. Alors, pour revenir, pour tous ceux qui voudraient connaître un petit peu Michel Déon, je renverrai à ce livre qu'on trouve sur les stands. Vous expliquez avec votre fille sur des étiquettes qu'on vous a collées. Là, j'ai commencé avec celle d'Isloman, c'était un petit peu pour vous situer. Mais on a souvent dit que vous étiez, c'est vous-même qui en parlez, romancier du bonheur, hussard, Michel Déon, c'est l'école de la désinvolture, maurassien et j'en passe. C'est pénible pour un écrivain, et Jean Raspail peut aussi s'exprimer là-dessus, d'avoir des étiquettes qui vous sont données à travers les fictions que vous pouvez écrire, c'est-à-dire que des journalistes ou des critiques lisent vos livres, peut-être aussi parfois les lecteurs, et à partir de ça, ils déterminent, tiens, tel auteur, c'est ça, c'est ceci, c'est cela. Oui, c'est certainement un tout petit peu dangereux. D'ailleurs, ce qui était intéressant, c'était de parler avec ma fille, qui avait eu une vie d'étudiante assez éloignée de moi. Elle avait été à la Sorbonne, elle était dans une université à Bamberg en Allemagne, dans une autre université en Espagne, qui avait été en Angleterre aussi, donc qui avait de moi une idée reflétée par à la fois les professeurs d'université et puis par les journalistes qui ne m'avaient pas lu et qui trouvaient très commode de me ranger dans un tiroir. Ce tiroir, où, comme dit Marceau, c'est une étiquette aussi, et comme le mérite des étiquettes, c'est d'être collante, et il est très difficile de s'en débarrasser. Donc, maurassien, sûrement je l'ai été, et j'en suis fier, et je ne le nie absolument pas. Il y a des choses que j'ai rejetées de l'enseignement de Maurras, et l'homme, le poète, qui est admirable, je ne le lâcherai jamais, et l'écrivain qui a découvert la Grèce, qui est un de ceux qui m'ont fait le mieux comprendre la Grèce, je le garde. Hussard, vous savez, moi j'étais fantassin dans l'armée pendant quelques années, c'était pas un mot qui me plaît. En plus, même si je vis au milieu des chevaux de ma femme actuellement, je monte rarement sur ces chevaux. Donc le hussard, c'est juste un mot de Bernard Franck, un mot commode et amusant. D'ailleurs, pas absolument faux, parce que à l'époque
où les hussards ont soi-disant sabré l'existentialisme et ont foncé dedans. Il y a eu une charge de cavalerie. Certainement, il y avait un petit peu de bravoure à foncer dans la mode. Bon, les autres étiquettes, écrivains du bonheur, la plupart de mes livres ne finissent pas très très bien. Alors, bon, ça prouve qu'on ne m'avait pas très bien lu. Désinvolte, ben, écoutez, je crois que malheureusement, j'aimerais beaucoup être désinvolte, mais je suis un tâcheron. Je travaille sur mes livres comme quelqu'un qui n'est absolument pas doué, pour simplement arriver un jour à ce qu'on dise, mais comme il est désinvolte, comme il parle facilement des choses. Je dois encore faire une toute petite interruption, je m'en excuse, mais on m'a demandé, comme ça passe dans tout l'espace du festival, le café littéraire, il faudrait que monsieur Tanguy Boissière, qui est le frère de la personne qui a eu ce malaise, vienne nous rejoindre ici au bar, parce que je crois que la dame va être emmenée. Je ne pense pas que ce soit trop grave, mais Tanguy Boissière, s'il nous entend, il faut qu'il vienne ici au bar, au Palais du Grand Large, au premier étage. Pardonnez-nous pour cette interruption. Michel Déon, est-ce que l'on peut dire que si on veut vous connaître bien, il faut alors à ce moment-là lire ce livre, parlons-en, donc ce livre d'entretien avec votre fille, parce que c'est la meilleure façon de vous approcher. Oui, je pense parce que, vous savez, les enfants sont ceux qui connaissent le moins bien leurs parents, n'est-ce pas? Parce que les parents sont, dans une certaine mesure, forcés de donner une image d'eux-mêmes, pensant être la bonne image, et qu'elle avait peut-être une image de moi un petit peu stéréotypée, surtout par l'extérieur. Et que là, elle m'a donc posé des questions qui m'ont forcé à parler de choses dont je n'aime pas tellement parler. Elle vous a posé des questions sans complaisance. Sans complaisance, elle m'a posé des questions sur mes propres parents. Non pas que je n'ai pas aimé mes propres parents, mais je n'en parle jamais. C'est ce qu'elle dit dans le livre. Et puis elle m'a posé aussi des questions sur la politique, quelle avait été mon attitude pendant les années de l'occupation. Et tout ça, c'était assez intéressant de pouvoir, non pas se justifier, car je ne me justifiais de rien du tout, mais simplement d'éclairer quelque chose que je n'avais pas ni souhaité, ni vraiment eu envie d'éclairer. Jean Raspail, je vous fais réagir sur quelque chose que Michel Déon dit dans les conversations. Oui, allez-y. Boum, boum, ça marche. Oui, au moment à propos des étiquettes, tout à l'heure, les journalistes ou les chroniqueurs, en général, sont des gens très paresseux, et ça leur facilite le boulot, si je puis dire, de classifier une bonne fois pour toutes les gens. Alors, Déon, le couloir, là, Raspail, celui-là, un autre, celui-là. Et après, c'est terminé, ce sont des gens qui ne réfléchissent pas. D'abord, ils ne lisent pas. Nous avons eu l'occasion, tous les 3, les 4, d'en parler tout à l'heure. Non, qui ne lisent pas, n'ont pas le temps, ou ils ne lisent pas. Donc, les subtilités d'une œuvre, ou les changements, ou les variations, les réflexions d'un écrivain au cours d'une carrière littéraire qui peut être longue, leur échappent totalement. Ils ont, dès le début, distribué les cartes, et ces gens-là n'en sortent plus. Pourquoi? Quelquefois par méchanceté, pas trop. Surtout par paresse. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Alors, par exemple, justement, tous les deux, vous êtes ici dans ce festival Étonnant Voyageur. Je crois que les gens qui sont ici, ce ne sont peut-être pas des gens que vous rencontrez très souvent. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que vous vous sentez bien ici? Oh, très bien. Non, là, je n'ai pas du tout l'impression de me trouver comme un huron dans une population. Non, pas du tout. Vous ne donnez pas non plus. Déon aussi, sans doute, on a eu l'occasion, on est là depuis hier, de voir des tas de gens. Non, c'est pas la fosse au lion. Enfin, non, pas du tout. Pas. Non. Les gens sont plutôt très attentifs et très gentils et très intéressés. Et souvent, je leur parle comme ça. On est accrochés dans les couloirs par des gens du plus grand intérêt et qui vous posent des questions et qui savent bien de quoi ils parlent. Mais sur cette anecdote-là, parfois avant le festival, il y a des visiteurs qui nous appellent en disant mais comment on va faire pour pouvoir rencontrer tel ou tel écrivain? Est-ce que nous leur répondons écoutez, vous venez, et le principe du festival c'est que vous vous débrouillez. Les auteurs, une fois que vous avez pu mettre un visage sur un nom, pour ceux qui ne passent pas souvent à la télé, si on ne les connaît pas avant, si on ne connaît pas la photo,
vous les alpaguez dans le couloir et vous prenez le temps de causer, de parler avec. Si l'écrivain est pris, il vous dira pas maintenant, un petit peu plus tard. Et je crois que c'est comme ça aussi que le festival vit, que la littérature doit vivre, de ne pas faire un objet sacré de l'écrivain. Oui, mais depuis que je suis ici, enfin, il est très difficile de sortir de ces petites réunions que nous avons sur l'estrade sans tomber sur 10 personnes dans l'escalier qui vous disent quelque chose gentiment, ou qui veulent prendre une photo, ou qui vous prennent pour Brigitte Bardot, qui vous demandent une signature. Mais puis d'autres qui vous parlent d'une façon très intéressante, en vous disant j'ai lu ceci, je suis allé dans tel endroit parce que j'ai lu ce que vous aviez écrit sur cet endroit. Voilà, bon, ça je dois dire que pour un écrivain c'est extrêmement réconfortant et que grâce à ça je peux vous assurer que le succès de ce festival c'est vraiment quelque chose de très réussi. Alors, est-ce qu'on peut parler de votre amitié, ce que j'ai découvert là-dedans, de votre amitié avec Antoine Blondin? Et vous racontez notamment à un moment donné où vers la fin de sa vie, vous apercevez Antoine Blondin et vous n'allez pas vers lui. Et vous vous en expliquez, et très bien d'ailleurs. Oui, on me l'a reproché d'avoir dit ça, n'est-ce pas? Parce que, effectivement, j'ai connu Blondin avant son premier livre et nous avons eu une amitié, nous étions véritablement comme deux frères. Et traversant des périodes très difficiles, comme celle de gens assez intransigeants qui ne veulent pas se livrer à d'autres sports que l'écriture, nous avons même partagé un appartement. Il était marié, il avait 2 enfants. Et tout d'un coup, moi, je me suis trouvé à la rue, sans domicile fixe, comme on dit aujourd'hui. Et il m'a dit, mais tu viens habiter chez moi. Et j'ai habité pendant 1 an chez lui. Et je peux vous dire l'amitié qui nous liait. Et je peux vous dire aussi que c'était un homme exquis, d'une intelligence, d'une finesse. Je ne parle pas de ces bons mots, de ces calembours que tout le monde connaît, qui sont quelquefois, j'appelais ça d'ailleurs des calembours métaphysiques, tellement c'était intelligent et drôle, et faisait réfléchir comme un paradoxe. Et donc j'ai vraiment eu pour lui une affection, une amitié, je dirais même un véritable amour pour cet homme, dont je n'ai jamais eu que du bien jusqu'au moment où il a commencé tout d'un coup vraiment à sombrer dans l'alcoolisme. Alors là, je ne l'ai pas quitté, je l'ai aidé autant que je l'ai pu, je l'ai suivi. Et puis il y a un moment où ce côté de son caractère véritablement est devenu d'une telle aigreur, d'une telle dureté quand il avait bu qu'il décourageait même les approches les plus tendres, les plus affectueuses. Il décourageait l'assistance qu'on pouvait lui donner. Et physiquement, lui qui était si beau, si élégant, enfin une telle classe, une telle race, tout d'un coup, j'ai vu un jour, un des derniers jours, très peu de temps avant sa mort, une espèce de clochard titubant dans la rue. Et je parle toujours de mon égoïsme, vous voyez comme il est profond, comme il est vrai chez moi. Et j'ai traversé la rue pour ne pas lui dire bonjour, pour ne pas le voir, pour ne pas gâcher l'image que j'avais de lui, qui était une image absolument merveilleuse d'un être qui avait tous les dons et toutes les générosités, et qui, d'ailleurs, peut-être s'est suicidé dans l'alcool comme un remords d'être si doué. C'est une chose très difficile à expliquer, mais il avait tout pour lui. Et au fond, cet homme si généreux ne supportait pas d'avoir tous les dons pour lui. Et il a préféré se suicider, il a préféré se noyer dans des flots d'alcool. Et c'était pas agréable du tout d'entrer dans un bar avec lui, de le voir au 3e verre de vin blanc, et tout d'un coup de devenir agressif, d'insulter les gens, et puis de boutonner sa braguette et pisser partout. Et c'était quelque chose qui m'humiliait profondément dans l'image que j'avais de lui, et qui était quelque chose de merveilleux. Et l'image que je garde de lui, que je veux garder, la seule, c'est pas celle de ce clochard titubant dans la rue Mazarine, c'est celle du merveilleux Antoine Blondin, qui partageait tout ce qu'il avait, qui était un être exquis, d'une intelligence, d'une finesse et d'une pénétration rare. Alors, ce qu'on apprend aussi dans ce livre, Michel Déon, c'est que bon, la littérature, ce n'est pas grâce à vos parents que vous l'avez découverte. C'est un petit peu une découverte que vous avez faite seule. Mais par contre, vous devez quand même à votre père, et ça, on redit un tout petit peu ce qu'on a dit hier, mais comme je le disais tout à l'heure, c'est pas le même public. Vous avez quand même découvert, grâce à votre père, tous les auteurs de mer, les récits de voyage des grands marins, et entre autres un pour qui vous avez une admiration extraordinaire, c'est Alain Gerbaud.
Oui, je crois, nous en avons parlé hier, ici même. En effet, j'ai eu cette chance extraordinaire. J'étais très enfant, mais on m'a dit, voilà, dans le port de Monaco où nous habitions, il y a un bateau, le Firecrest, et l'homme qui est là, ça qu'on voit s'affairer dessus et tout préparer lui-même, va traverser l'Atlantique. Et donc j'ai eu cette image d'Alain Gerbaud, sans le connaître, sans lui parler. Mon père lui parlait de temps à autre. Donc j'ai été ensuite, quand j'ai eu l'âge de lire, j'ai acheté Seul à travers l'Atlantique, et puis À la poursuite du soleil, et puis tous les livres. Et je l'ai raconté hier, la première fois où je suis allé dans le Pacifique, ma pensée c'était d'aller à Bora Bora, dont il avait si magnifiquement parlé, et d'aller sur sa tombe. Et malheureusement c'était le mois de juillet, ce que les Tahitiens appellent le juillet, un mois de fête, de beuverie et tout ça. Et la tombe était entourée de baraques foraines et on pouvait difficilement la trouver sur le promontoire de Bora Bora. Et elle était couverte de boîtes de Coca-Cola, de tout ce qu'on voulait, d'ordures et tout. Je m'en suis plaint ensuite aux marins à Tahiti. Parce qu'ils les avaient tellement défendus, comme vous disiez, ces Tahitiens. Oui, et le marin m'a répondu, la marine, la Royale, qui lui avait coulé son bateau, m'a répondu, mais vous savez, il était très mal avec nous. On n'a pas dit hier, mais ça c'est Éric Vibard et Daniel Lilion qui le racontent dans l'album. Alain Gerbaud avait donné son couteau à Charles Vanel. Ah oui. À l'acteur Charles Vanel, qui était rennais. Et Charles Vanel l'a donné à Olivier de Kersauzon. Et c'est Kersauzon qui aujourd'hui a le couteau de Gerbaud, et on ne sait pas à qui après. Kersauzon transmettra le couteau d'Alain Gerbaud. Vous dites aussi dans ce livre, puisqu'on évoque Alain Gerbaud, que vous lisez des écrivains qui viennent depuis le début au festival. Il y a Nicolas Bouvier, vous aimez Nicolas Bouvier qui est là cette année, et puis il est venu il y a 2 ans maintenant, mais n'a pas pu revenir, parce qu'il est un héros de la résistance, et bien sûr, au plein mois de mai, c'est quelqu'un que l'on fête là-bas en Grèce, c'est Patrick Livermore. Oui. Ah oui, là c'est une rencontre que j'ai faite en Grèce, parce que en arrivant dans un pays, il faut quand même lire tous les écrivains de ce pays et puis les écrivains qui ont parlé de ce pays. Or, un des premiers écrivains que j'ai lus, des écrivains étrangers, c'était Patrick Livermore. C'était son premier livre, Mani. Je trouvais ça absolument merveilleux. J'ai lu tout ce que Patrick Livermore a écrit. C'est un homme, en plus je suis allé le voir, maintenant je le connais, c'est un homme que j'aime beaucoup, d'une culture immense, enfin plus c'est un personnage extraordinaire. Pensez qu'il a kidnappé le général en chef allemand commandant la Crète, c'est quand même assez extraordinaire. Il lui a fait traverser toute la Crète à pied pour le mettre dans un sous-marin et l'emmener à Alexandrie. C'est le plus grand exploit de la guerre, sans aucun doute, avec celui d'Otto Skorzeny délivrant Mussolini. Je veux dire que Patrick Livermore, qui est un homme admirable, qui sait tout, qui a tout lu, et puis qui est un bon vivant aussi, oui. C'est un formidable compagnon. Là, vous parlez de Nicolas Bouvier. Nicolas Bouvier, je l'ai découvert par des amis suisses qui m'ont dit, mais vous savez, nous avons un grand écrivain ici, mais on ne le connaît pas tellement en France. Ils m'ont passé un livre de lui. Je trouvais ça formidable. Depuis, je n'ai jamais laissé passer l'occasion de lire un article, un nouveau livre de Nicolas Bouvier, qui doit prendre sa place parmi les très grands écrivains de langue française. Eh bien, nous vous remercions tous les deux beaucoup. Jean Raspail, il y a un prochain livre à sortir, parce que vous dites que celui-ci est sorti déjà depuis 1 an, Les 7 Cavaliers, donc il serait temps. Il est sur l'établi du menuisier. Et Michel Déon, je m'étais laissé dire qu'il y en avait un qui sortait au mois de mai. C'est une erreur ou c'est oui, vrai? C'est une belle erreur. Ah oui. Ben, vous voyez, c'est effectivement, on nous avait répondu en préparant le festival, quand on a préparé le festival. J'en ai un comme ça, mais je freine. Ah, vous freinez? Pourquoi? Eh bien, je ne sais pas. Je voudrais qu'il soit bien. Bon, il sera certainement bien. Nous vous remercions beaucoup tous les deux d'être passés nous voir pendant ce moment sur le plateau du Café Littéraire. Merci. Voilà, et donc nous renvoyons... Pour les signatures, Michel Déon, c'est sur le stand Gallimard, et Jean Raspail chez Robert Laffont. Merci à tous les deux. Dans un instant, c'est Tyrène Frein, et s'il est toujours parmi nous, André Juillard à propos de l'Inde.